et présenter un peu comment la séance doit fonctionner. Merci beaucoup, Ludovic. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, super. Bon, bien, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, puis qu'on puisse vivre ensemble une démonstration de ce que c'est un groupe de co-développement professionnel. Peut-être que certaines d'entre vous connaissez déjà cette formule-là, peut-être que non. Néanmoins, on va le tester ensemble, puis c'est vraiment pour vous donner une idée de comment ça pourrait se dérouler à l'automne si vous souhaitez aller de l'avant avec une modalité comme celle-là, qui est une modalité qui est reconnue pour être de la formation, mais aussi de l'accompagnement, donc du soutien entre pairs. Dans un premier temps, ben, je ne sais pas si vous avez tous, toutes plutôt, ben, Ludo, je vois que toi et Sébastien, vous êtes minoritaires, fait que je vais souvent dire toutes, mais je vous inclus. Alors, peut-être que vous avez vu ma petite bio, mais je n'étalerai pas là, tout ce que je fais. Je veux juste que vous sachiez que je suis une prof à l'UQAM au département de communication sociale et publique. Puis ma spécialité, c'est vraiment ça, l'accompagnement professionnel sous ses différentes formes. Donc, je vais vous faire goûter un petit peu à une de mes passions, qui est les groupes de co-développement, puis qu'est-ce que ça peut apporter à chacun, chacune. Alors, je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? Ouais, super. Alors, simplement pour avoir un support visuel, pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, un groupe de co-développement, ça ressemble à un groupe de discussion. Ça pourrait ressembler aussi à un groupe de résolution de problèmes, mais c'est plus que ça. C'est habituellement un groupe qui se constitue, c'est un groupe restreint, là, habituellement entre, mettons, 6 à 8 personnes. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Là, je vous donne le nombre optimal là, quand ça fonctionne vraiment bien. Et qui s'engagent à se rencontrer sur une certaine période. Habituellement, ça va être sur au moins une année, à un rythme d'à peu près une fois aux 5 à 6 semaines. Ça, c'est en moyenne. Ça peut varier vraiment d'un groupe à l'autre et selon les besoins du groupe aussi. Mais en majorité, là, quand on regarde ce qui se passe dans différentes organisations, auprès de différents groupes, c'est à peu près ça la moyenne. Sur une année, environ aux 5 à 6 semaines. Et à chacune des rencontres, on appelle ça une séance. Et la séance est structurée de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a une préparation préalable avec une des personnes du groupe qui souhaite amener une situation au groupe parce que c'est une situation qui la préoccupe. Ça peut être un projet en développement, ça peut être un problème dans son rôle, ses fonctions ou en lien avec le développement justement d'un projet. On piétine, on tourne en rond. Donc, peu importe la situation, il faut que ça soit une situation qui nous préoccupe vraiment, qu'on veut résoudre, puis qu'on a besoin de l'aide de nos pairs pour résoudre ou aller chercher des nouvelles pistes, des nouvelles idées, parce que la force du groupe fait qu'on met en œuvre l'intelligence collective de tout le monde. Et c'est ce qui fait la puissance de cette méthode-là, c'est qu'on en arrive à des pistes de solutions auxquelles chacune de nous n'aurait pas pensé toute seule. Parce qu'on fait du pouce sur les idées des autres, puis on finit par être très créative, puis on ressort de cette séance-là avec une certaine vitalité parce que on a des nouvelles idées, puis ça nous donne la force de continuer d'essayer de résoudre la situation ou de mieux faire avancer notre projet. Alors, cette préparation-là vise justement à explorer la situation, s'assurer qu'il n'y a pas trop d'enjeux de confidentialité. On explore, on pose quelques questions pour savoir si c'est aussi un sujet qui vaut la peine d'amener à un groupe. Si c'est un sujet qui peut être résolu presque avec un oui ou un non, on n'amène pas ça dans un groupe. Il faut que ça soit suffisamment complexe
et qui nécessitent vraiment la contribution de différentes personnes. Donc ça se fait avant. Et quand on arrive à la séance, comme on va le faire aujourd'hui, la première étape, ça va être d'écouter l'exposé de la personne qui raconte sa situation. Puis ça dure entre 5 à 10 minutes. Aujourd'hui, ça devrait se situer plus autour de 5 minutes parce que c'est une démonstration, puis on a quand même un temps restreint. Mais c'est sûr que je ne couperai pas la personne, je vais la laisser finir sa phrase. Si ça dure 7 minutes, ça ira, mais ça va tourner autour de 5 minutes. L'étape suivante, c'est l'étape de clarification qu'on manifeste par du questionnement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de questionner la personne qu'on appelle la cliente et toutes les autres personnes, à part l'animatrice, qui sera moi, on les appelle des consultantes. C'est la terminologie, c'est les mots qui sont utilisés par les auteurs à la base de cette méthode-là. On pourrait les appeler autrement. J'ai une collègue qui utilise cette méthode-là dans les organisations, qui parle de coach et de coacher. Donc, on prend le mot qui fait du sens pour nous. C'est pas important le mot. C'est juste qu'il faut distinguer quand même des rôles. Mais aujourd'hui, pour la démonstration, on va nous appeler, moi je serai l'animatrice, la personne qui racontera sa situation sera la cliente et toutes les autres, on va se considérer des consultantes juste pour se prêter au jeu aujourd'hui. Donc, le rôle des consultants, des consultantes à l'étape 2, c'est de questionner pour comprendre la situation de la personne, comprendre le contexte, comprendre la situation en tant que telle, la nature de la situation, et aussi les raisonnements, les sentiments ou les actions que la personne a déjà posées en lien avec sa situation. On veut vraiment comprendre, avoir un portrait assez global de la situation, puis aller chercher des détails qu'elle ne nous aura pas racontés nécessairement à l'étape 1. Mais aussi, nos questions se veulent des questions réflexives. On veut aider la personne à continuer de cheminer dans sa tête à propos de cette situation-là. Donc, oui, d'une part, on veut comprendre pour mieux aider par la suite, mais on veut aussi aider la personne, elle, à cheminer pour qu'elle trouve aussi ses propres pistes de solutions. Et c'est par notre questionnement qu'on peut y arriver. Puis là, ben, ce questionnement-là, bien sûr, il pourrait y avoir des questions fermées, oui, non, quand c'est une information qu'on a besoin d'avoir. Mais je nous invite vraiment à poser des questions ouvertes, des questions que vous savez, là, qui commencent par qui, quoi, comment, quoi, pourquoi, bon. Et éviter le piège que souvent, à cette étape-là, on peut tomber dans ce piège-là de poser une question, mais dans le fond, c'est une suggestion. Je vais vous donner un exemple. Dis donc, as-tu essayé de faire telle chose? C'est vrai que c'est formulé sous la forme d'une question, mais on est en train de faire une suggestion. Donc, ce n'est pas à cette étape-là qu'on fait des suggestions. On pose vraiment des questions auxquelles on n'a pas de réponse, puis on ne suggère rien. Ça arrivera plus tard à l'étape 4. À l'étape 4, là, on va pouvoir donner tous nos bons conseils, toutes les pistes de solutions qui nous passent par la tête, partager nos expériences, des expériences qu'on a déjà entendu parler. Donc, tout ce qu'on pourrait amener, qui pourrait contribuer à aider la personne cliente à cheminer et à résoudre, si c'est un problème, à résoudre le problème ou à mieux faire avancer son projet. Donc, on comprend qu'à l'étape 2, là, ça va être vraiment de questionner pour comprendre et pour faire cheminer l'autre. À l'étape 3, une fois qu'on a passé à travers nos questions et qu'on pense qu'on a vraiment fait le tour, là, on a une bonne idée de la situation, je vais demander s'il y a une personne dans le groupe qui souhaiterait résumer la situation. À partir des questions-réponses qu'on a obtenues, on a plusieurs informations qu'on n'avait pas dès le départ à l'étape 1. Et donc, ça enrichit. Et là, c'est comme un effet miroir. C'est ça qu'on veut faire. Donc, s'il y a une personne dans le groupe qui souhaite résumer ou synthétiser la situation, elle le reflète à la personne cliente. La personne cliente reçoit ça,
elle ne répond pas, elle n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est juste un reflet qu'on lui fait et ça permet de continuer de l'aider à cheminer. Et une fois que ce retour ou cette rétroaction-là est faite, là, on va lui donner environ une dizaine de minutes pour qu'elle puisse formuler vraiment sa demande d'aide au groupe et sur quoi elle veut vraiment qu'on se penche avec elle pour l'aider dans sa situation. Ça nous permettra, nous, de prendre une petite pause. Si vous avez besoin d'une petite pause santé, aller chercher un verre d'eau. On pourra prendre cette petite pause-là pendant que la personne, qui est Céline, va formuler sa demande. Ça va durer là, dans la diapo que je vous présente, on dit 10 à 20 minutes. Ça, c'est quand on a beaucoup de temps et qu'on peut faire plus qu'un reflet. Des fois, on peut demander à l'ensemble du groupe de résumer. Bon, mais là, pour la démonstration aujourd'hui, on va y aller un petit peu plus rapide. L'étape 4, c'est l'étape qui a le plus de popularité au sein du groupe. C'est là où, enfin, on peut amener nos suggestions, toutes nos propositions, nos expériences. Et ça, on prendra un bon 15-20 minutes pour s'assurer qu'on fasse le tour de tout ce que chacune pourrait apporter. À l'étape 5, oui, et détail important, à l'étape 4, toutes les consultantes, tous les consultants vont amener leur piste, mais la cliente ne rétroagit pas à ce moment-là. Elle peut bien penser dans sa tête, mais ce qui lui est demandé, c'est de prendre tout en note, de ne pas censurer rien, et nous-mêmes, il ne faut pas censurer. Toute suggestion a de la valeur. Donc, c'est vraiment important là, d'y aller avec tout ce qui nous passe par la tête. Et comme je le disais, c'est ce qui fait que chacune, on fait du pouce sur les idées des autres et on devient très créatif. Donc, à l'étape 5, puisqu'elle n'aura pas pu prendre la parole, la cliente, on lui demande de prendre un moment. Encore là, on va lui laisser un moment pour réfléchir et nous, encore là, on pourra prendre une petite pause, mais je vais vous demander de continuer de réfléchir. Je vais vous indiquer sur quoi par la suite. Mais elle a la tâche de commencer à penser un plan d'action. Donc, c'est de regrouper les idées, les suggestions qui, pour elle, donnent du sens. Et il n'y a pas de suggestions qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas parce qu'elle ne retient pas toutes nos suggestions qu'elles n'ont pas d'importance ou aucune valeur. C'est juste qu'elle, dans son contexte, avec sa personnalité, avec ce qu'elle sait de sa situation, elle va choisir les propositions qui, pour elle, font plus de sens et qui sont les plus porteuses à ce moment-ci dans son cheminement. Donc, elle va avoir tout en note, mais elle va regrouper pour faire un espèce de plan d'action qu'elle va nous révéler par la suite. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de se commettre devant un groupe pour être incité à l'action par la suite. Parce que si on était un vrai groupe de co-développement, on se reverrait dans environ 5 à 6 semaines. Et là, la première chose qu'on ferait avant de commencer une nouvelle séance, c'est qu'on reviendrait sur la situation de la personne qui a présenté et on lui demanderait, et puis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé? Est-ce que ton plan d'action est resté le même? Est-ce qu'il s'est modifié par la suite? Dis-nous ce que ça a donné. On veut apprendre avec toi. Et c'est ça qui fait que tout le groupe apprend des actions de chacune parce qu'on révèle les effets aussi de ces actions-là et ça enrichit tout le monde. Ça enrichit nos propres coffres à outils. Donc ça, c'est la dernière étape du processus en tant que tel. Et on termine toujours par une évaluation de la séance, c'est-à-dire on se pose la question, qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette séance? Qu'est-ce que j'ai appris? Parfois, c'est juste la validation ou une prise de conscience, ce n'est pas nécessairement une grande révélation, mais c'est qu'est-ce que j'en tire pour moi? Et parmi toutes les pistes qui ont été proposées, est-ce que moi, il y en a une qui pourrait être utile aussi dans ma pratique? Pour peu importe quoi. Donc, on appelle ça les 3 A, c'est l'appréciation, les apprentissages et les applications.
on termine toujours avec ça. Et ben, il y a une petite synthèse, puis habituellement, un groupe de co-développement se dirait, bon, on se revoit quand, on sortirait nos agendas, puis on déterminerait la prochaine rencontre. Des fois, les rencontres sont planifiées à plus long terme, mais selon le fonctionnement des groupes, des fois, ça se planifie à la fin de chacune des rencontres. Donc ça, c'est assez variable selon les groupes. Donc, voilà en gros comment la séance va se dérouler. Ce sont ces étapes-là qu'on va suivre. Je vais continuer à vous guider. À chacune des étapes, je vais rappeler un peu le fonctionnement, comment on va s'y prendre, qui a la parole, qui peut parler ou pas parler et comment parler. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Puis avant qu'on aille plus loin, je veux juste savoir si vous avez des questions, si des choses qui vous apparaissent pas claires encore par rapport à cette structure pour la séance. Vous avez une question, peut-être, vous savez que vous avez accès à un chat, hein, ou moi c'est écrit chat, mais ça peut être écrit conversé selon si c'est en anglais ou en français pour vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez l'utiliser ou simplement me faire un signe comme ça. Oui, Chantal. J'aimerais savoir, quand il y a un groupe de co-développement qui est déjà formé et tout, est-ce qu'il y a toujours quand même une animatrice ou s'il devient autonome, là? C'est une très bonne question. Au départ, on privilégie qu'il y ait une personne pour animer le groupe, tout simplement pour gérer les tours de parole, être le gardien de la méthode, parce qu'il faut se l'approprier aussi, cette méthode-là. Et c'est pas toujours évident pour un groupe là, d'avoir son attention à la fois sur la situation et à la fois sur la méthode. Donc, on désigne quelqu'un qui prend ce rôle-là, mais évidemment, avec le temps, tout le monde finit par être très, très à l'aise avec la méthode, puis c'est même souhaitable qu'un groupe devienne éventuellement autonome, mais toujours quand même désigner les trois mêmes rôles. Une personne qui anime, une personne qui joue le rôle de client et les autres sont des consultants. Puis comme je disais, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il y a toujours ces trois rôles-là dans un groupe. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Sylvie. Oh, il faut ouvrir le micro. Quand on commence, par exemple, si tu dis que c'est pour une année environ, est-ce que, ou selon les rencontres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se rajouter ou si on part, mettons, en septembre avec un groupe, on reste toute l'année avec le même groupe d'intervenants ou de... C'est une bonne question aussi. Tout se peut. Je vais dire comme ça. J'ai vu des groupes très stables. Puis l'avantage d'un groupe stable, c'est le lien de confiance qui s'établit dans le groupe puis qui fait qu'il y a comme une sécurité à révéler des choses qui sont plus profondes. Parce que des fois, ça peut prendre un certain temps avant d'aller dans des situations qui touchent vraiment notre pratique. T'sais, des fois, on peut avoir peur du jugement ou pas trop être à l'aise de révéler ses pratiques. Ça dépend de chacun. Hein? Ça, c'est selon comment on est puis le degré de confiance qu'on accorde aux autres de manière générale. Mais l'avantage d'un groupe stable, c'est ça. C'est que ça gagne en profondeur, ça gagne en maturité au niveau de la dynamique du groupe, puis on peut aller plus loin ensemble. Mais j'ai vu des groupes aussi où est-ce que, ben, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des fois, ça change en cours de route. Dans ce temps-là, il faut juste vraiment penser une façon de bien intégrer les nouvelles personnes, puis être clair sur les règles de fonctionnement. D'ailleurs, juste avant de commencer, on va se donner des règles de fonctionnement. Ça se fait tout le temps dans un groupe de co-développement. Dans le fond, c'est les grandes valeurs. Les valeurs qu'on porte comme groupe, puis qui vont faire en sorte qu'on va se sentir bien dans ce groupe-là. Alors, pour répondre à votre question, Sylvie, c'est ça. Il y a des avantages à avoir un groupe stable, mais en même temps, il ne faut pas être trop rigide. S'il y a des nouvelles personnes, puis elles veulent participer, puis on croit que leur contribution est souhaitable, ben on les intègre, on trouve une façon de les intégrer, puis
on gère au fur et à mesure. Donc, c'est pas exclu d'ajouter des nouvelles personnes. J'ai déjà vu aussi la méthode être utilisée très ponctuellement. Là, on appelle plus ça vraiment un groupe de co-développement parce que c'est pas suivi sur une période plus longue, mais vous allez voir, c'est comme un processus de résolution de problème. Donc, dans une réunion, on pourrait très bien dire, on se donne cette méthode-là quand il y a un problème pour gérer le problème ensemble, pour trouver des idées créatives. Puis ponctuellement, on l'utilise parce que c'est utile à ce moment-là. Donc, il y a différents usages qu'on peut faire de cette méthode-là. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, merci. Super. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant que je poursuive? Ça va? OK, parfait. Alors, je vous invite à ouvrir le chat ou converser. C'est écrit en français, donc c'est à peu près au centre, en bas, là, vous allez voir un petit cône. Et on va faire l'exercice qu'on fait habituellement dans un nouveau groupe de co-développement pour bien fonctionner ensemble puis se sentir bien dans ce groupe-là. Qu'est-ce qui est important pour nous? Alors, je vous invite à écrire qu'est-ce qui est important pour vous dans un groupe pour vous sentir bien, être en confiance. Le respect, l'accueil de l'autre, de la différence, l'écoute et le respect. Écoute, respect, respect des idées, bienveillance, ouverture, le partage. Hein, l'écoute, ça revient souvent, effectivement, c'est une des habiletés essentielles là, dans un groupe de co-développement, l'ouverture, le respect. Je pense que vous avez les ingrédients, c'est les ingrédients habituels, mais on se les donne. Puis dans un groupe de co-développement, moi, quand j'anime ou quand j'accompagne des groupes qui sont en train de se former, souvent je les invite à l'écrire puis à le photocopier, à l'avoir avec eux autres tout le temps. Il y en a qui vont mettre une petite affiche sur un mur pour se rappeler ces règles-là. Parce que c'est ce qui va faire la différence, là, une des différences dans la réussite d'un groupe de co-développement. Alors, je reviens sur une des idées qui est écrite là, le respect des idées. Dans un groupe de co-développement, on ne cherche pas le consensus. Au contraire, on recherche la diversité. La diversité des idées, la diversité des points de vue. Et plus il y a d'idées différentes, mieux c'est. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Il n'y a que des idées et c'est la personne cliente qui va décider qui fait son affaire. C'est un peu comme un buffet. Hein? Quand on va dans un buffet, ben, on prend le plat qui nous tente le plus, qui va nous satisfaire. Puis ça ne veut pas dire que les autres plats ne sont pas bons. Notre voisin va peut-être choisir des plats très, très différents des nôtres, mais pour combler le même besoin qui est la faim. Bien là, dans un groupe de co-développement, c'est la même chose. Pour une situation similaire ou des situations différentes aussi, bien sûr, on ne va pas choisir nécessairement les mêmes idées parce qu'on est différentes et différents, parce qu'on a des contextes qui sont différents et c'est très humaniste comme méthode, c'est-à-dire qu'on pense vraiment que c'est la personne cliente qui sait ce qui est le mieux pour elle. Alors, on porte cette valeur-là et on ne juge pas les choix de la personne. Et ça veut dire qu'à chacune des étapes, on ne commente pas les commentaires des uns des autres. On attend d'avoir la parole pour parler pour soi-même, faire notre contribution. C'est comme un potluck aussi, on amène notre plat à nous et on le met sur la table. Mais on ne commente pas là, ce qui est amené de la part des autres. Donc, c'est quelque chose, c'est une méthode qui se veut très, très ouverte, de la diversité, des points de vue, des opinions, des postures. Donc, voilà. Donc, valeur super importante. Alors, je pense qu'on serait pas mal prête pour vivre l'expérience. Je vais donner la parole à Céline dans quelques instants. Céline qui a bien voulu être volontaire, mais juste avant,
Il y a une personne qui n'a pas pu se présenter à nous parce qu'elle n'était pas disponible. Elle vient de se reconnaître. Alors, France, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises de quelle organisation et quel est ton rôle. Donc, moi, je suis la directrice de l'Association Lavalloise des personnes aidantes. Donc, je suis en charge d'un organisme de proches aidants à Laval qui offre des services de répit à domicile, répit en organisation, formation, conférences, interventions individuelles, interventions de groupes fermés pour toutes les clientèles de proches aidants. On a autant des parents d'enfants multihandicapés que des personnes avec aînés, dégénérescence cognitive. Merci beaucoup, France. Alors maintenant, on est prêt et prête à passer à l'expérimentation. Comme je l'ai dit, je vais vous guider dans ce processus-là. Puis à chacune des étapes, je vais dire qu'on est rendu à cette étape-là. Je vais rappeler un petit peu comment l'étape fonctionne. Et je vous invite à avoir, je ne sais pas si vous avez toutes et tous un crayon, du papier, quelque chose pour écrire, parce que c'est souhaitable de prendre des notes. Ça va vous aider à garder en tête si jamais vous avez une super bonne question et que vous ne voulez pas la perdre, bien, vous allez continuer d'être à l'écoute en écrivant votre question. Comme ça, elle est là. Vous n'êtes pas obligé de continuer d'y penser. Même chose pour les pistes de solutions. Des fois, on a des pistes bien avant que l'étape 4 arrive. Je vous invite à l'écrire, votre piste de solution ou l'expérience que vous voudriez partager. Et comme ça, elle est là. Vous continuez d'être à l'écoute. Alors, Céline, est-ce que tu es prête? Oui, je vais t'inviter à partager ton écran pour que tu puisses afficher ta fiche. J'ai demandé à Céline de préparer une fiche. C'est un outil qu'on utilise habituellement dans un groupe de co-développement pour structurer un peu la pensée et l'exposer justement. Donc, cette préparation-là, c'est ce qu'on a fait ensemble hier. Elle avait déjà commencé à remplir sa fiche d'ailleurs, qui était déjà assez bien remplie, mais on l'a bonifiée ensemble hier pour qu'elle puisse être prête. Donc, la raison aussi pourquoi on prépare cette fiche-là est que habituellement, on la partage quand on est en présence. On aurait une photocopie pour chacun. Mais là, on va la partager à l'écran. C'est pour les personnes qui apprennent ou qui comprennent mieux avec un support visuel. Ça permet d'avoir les deux, à la fois l'auditif pour ceux qui sont plus auditifs et le visuel pour ceux qui comprennent mieux avec du support visuel. Donc, maintenant, je me tais pour l'étape 1. Je laisse Céline raconter sa situation. Céline, je t'accorde environ 5 minutes, mais si tu as besoin d'un petit peu plus, ça ira. Et merci. En fait, c'est ça, pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, comme je le disais, on a un organisme, on vient en aide aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs proches aidants. Habituellement, donc, on a 3 centres d'activité de jour où on accueille environ une soixantaine de personnes par semaine, donc, sur 9 journées dans la semaine, pour des activités de stimulation cognitive, physique, etc. On offre aussi habituellement des formations, de conseils en comportement et du soutien psychosocial. On n'offre pas d'habitude d'activité à domicile. On ne fait pas de répit à domicile pour ces personnes-là, puisqu'elles viennent dans nos centres d'activité de jour qui sont actuellement fermés parce que nos locaux sont dans des HLM et dans des CHSLD. Donc, on a jusqu'à date offert des services téléphoniques, mais on voit bien la limite avec le public qu'on a de ces services-là. Et on aimerait, en fait, on va ouvrir un service de répit à domicile, donc qui serait donné sur des demi-journées. Donc durant lesquelles l'éducateur va proposer des activités comme il le faisait dans les activités de groupe, donc physique, cognitive, des balades, de la lecture, etc., en fonction du profil du participant. L'éducateur ne sera pas là pour assurer par exemple les soins d'hygiène, l'entretien du domicile ou l'alimentation du participant. Il vient vraiment dans un objectif de maintien des capacités. Donc, il va venir vraiment pour faire une activité avec le participant. C'est bien sûr un service qui va être provisoire, donc on est dans l'attente d'une reprise de nos activités habituelles. On espère toujours
pouvoir réouvrir nos centres d'activité de jour. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on veut mettre en place un protocole, une manière de fonctionner efficace, mais on ne peut pas y consacrer non plus les moyens en temps, en matériel, en gestion des données, qu'on le ferait si c'était un service de notre offre régulière. Et je vais en venir à mon problème. Oui, et c'est ça, dernier détail, c'est que tout ça se fait dans un contexte de changement de coordination, c'est-à-dire que moi, je quitte mon poste après-demain. Donc, c'est sûr qu'on cherche à mettre en place un protocole qui va sécuriser l'équipe et la direction pour l'ouverture de ce service à domicile. Donc, la problématique qu'on rencontre est la suivante, c'est que si on suit les critères du ministère qui définissent des populations particulièrement à risque face au Covid, donc on a les critères suivants. Un adulte âgé, une personne qui a à risque en raison d'un problème médical sous-jacent, que ce soit des maladies cardiaques, de l'hypertension, du diabète, maladies respiratoires chroniques ou des cancers. Et un des autres critères, c'est un risque en raison du système immunitaire affaibli à la suite d'un problème de santé ou d'un traitement. Par exemple, quelqu'un qui a reçu une chimiothérapie. Sauf que nous, notre public est âgé. De manière générale, on a tout notre public a plus de 55 ans, mais cumule aussi les autres critères. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de personnes qui ont du diabète, on a des personnes qui ont eu des chimiothérapies dans le passé, on a des personnes qui font de l'hypertension et du diabète et qui sont âgées. Donc, pour toutes ces personnes-là, le risque de comorbidité en cas de contraction du Covid, il est très fort. Et en même temps, on a aussi des familles qui sont en détresse, qui ont besoin d'un répit, qui s'inquiètent pour le maintien des capacités de leurs proches atteints. Donc, c'est ça. Donc, notre service reste quand même quelque chose de prioritaire. Ma question, c'est comment gérer ce risque, en fait. Comment offrir un répit à domicile de façon sécuritaire. Est-ce qu'on doit exclure toutes les personnes qui ont une pathologie secondaire en plus du trouble neurocognitif, c'est-à-dire diabète, hypertension, donc une grande majorité du public. Donc c'est ça. On a mis en place une entente avec les familles déjà pour valider avec eux qu'ils avaient bien compris le contexte du Covid, de la pandémie, mais comment leur faire comprendre aussi qu'eux sont particulièrement à risque. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ça sans non plus les alarmer puis venir ajouter une pression de plus sur leurs épaules. Et en gros, c'est ça. Comment nous procéder au choix d'admettre ou de ne pas admettre une personne à ce service en fonction des risques qu'elle présente, qui sont souvent plusieurs finalement. Pas seulement l'âge, mais aussi ces risques de pathologie à côté. Donc, pour l'instant, on a rédigé un protocole, justement, une entente avec les familles. On a rédigé des règles de santé et de sécurité. On a construit, c'est ça, 2 ententes, une pour les employés, une pour les participants, pour s'assurer que tout le monde a bien compris la situation et respecte aussi les règles. On a contacté notre assurance qui nous dit qu'on a une responsabilité civile qui couvre les dommages qu'on pourrait causer dans l'exercice de notre travail, mais qu'il n'y a aucune disposition qui est spécifique, qui n'a été ajoutée dans le cas du Covid. Ça aussi, c'est une question, c'est quelle est notre responsabilité si on a une personne qui est très à risque, qui contracte d'une manière ou d'une autre le Covid et comment nous, on va se positionner là-dessus, sachant que nous, éventuellement, on le savait déjà que ce risque était très fort. Donc, c'est ça. L'idée de discuter avec vous aujourd'hui, c'était d'avoir un peu un échange d'expérience, puis c'est ça, puis pour moi, de trouver un protocole ou du moins une orientation claire face à la prise de décision. Et donc, c'est ça. Et je pense qu'on est beaucoup à être concernés par ces questions-là. Donc, c'est ça. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez réagi face à ces risques multiples et comment aussi vous communiquez avec les familles à ce sujet. Voilà. Super. Alors, c'est complet, Céline? Parfait. Alors, on vient de franchir la première étape. Et maintenant, on entre dans notre deuxième étape. Je vous rappelle que c'est l'étape de clarification. On pose des questions à Céline. Tu peux peut-être maintenant fermer ton partage d'écran pour qu'on puisse voir tout le monde. Oui. Parfait. Je vais donner la parole. Donc, quand vous voulez la parole, simplement me faire un petit signe ou écrire dans le chat « parole ». Comme ça, je vais voir qui demande la parole. Mais un petit signe comme ça, là, ça serait parfait. Et je vais prendre les droits de parole, je vais les inscrire. Comme ça, je vais savoir là, qui veut la parole en premier. Et idéalement, tout le monde.
auraient la chance de prendre la parole pour poser des questions. Donc, je nous rappelle des questions ouvertes idéalement, des questions pour qu'on puisse bien comprendre sa situation, mais aussi pour l'aider à cheminer. Des fois, c'est une question ouverte de type réflexive. Donc, la parole est à vous maintenant. Qui aimerait poser la première question? Ça peut être des questions sur le contexte, des questions sur ce qu'elle a déjà enclenché, ce qu'elle a déjà réfléchi, sur son sentiment par rapport à cette situation-là. Je pense que Il y a Chantal... Chantal, Madame Guérin qui... Oui, lève la main. d'accord. Je n'avais pas vu la main. La petite Parfait. main bleue, en fait, Nathalie, j'utilise Ah, le oui, lever la oui. main. Non, D'accord, parfait. Aussi, je vais être attentive à l'icône aussi. non, je lèverai la main ici. Donc, ma question est, tu disais, Céline, 60 personnes environ par semaine, vous prévoyez établir des demi-journées. Est-ce que tu as une limite en termes de ressources humaines? Tu sais, parce que tu dis qu'il faut aller choisir un peu les clients en fonction du risque que tu parles, tu sais, de la santé, tout ça, mais est-ce que tu as aussi une limite parce que tu n'as pas suffisamment, mettons, d'animatrices pour couvrir ces 60 personnes-là au moins une fois par semaine? Quelles sont Oui, les bien limites? sûr. En fait, on va aller chercher les personnes qui en ont le plus besoin dans le sens des familles qui sont vraiment en détresse puis qui auraient besoin de souffler un peu. C'est sûr qu'on a une partie de notre équipe qui a été mise à pied, donc qui est partie vers d'autres horizons. Donc, on est en effectif très restreint. On estime qu'on pourrait, du moins au début, après ça va peut-être augmenter, faire environ 20-25 répits par semaine. Donc, c'est sûr que c'est très limité comme offre. Donc, tout ça. Donc, oui, on est limité à ce niveau-là. C'est sûr que ça va faire un choix, rien que ça fera un choix d'office. Ouais. Prochaine question. Sébastien Oui, a écrit dans le chat. D'accord. Alors, Sébastien et ensuite France. Donc oui, dans le fond, tu dis que tu vas aller rechercher les personnes qui sont les plus vulnérables et tout, mais aussi quels sont les barèmes sur lesquels tu vas te concentrer pour savoir quelle personne en a plus besoin qu'une autre? En fait, nous, habituellement, on a des barèmes, on a un système de notation en fonction de la situation de la famille et du fait que la personne puisse accéder à nos services aussi, qu'elle corresponde à ce qu'on peut offrir, qui est en place. Le problème, c'est ça, c'est que on ne peut pas refaire tout notre système pour un service qui va peut-être durer 2-3 mois, mais on l'espère moins parce qu'on va réussir à ouvrir. Donc ça, c'est un peu délicat. C'est qu'on a notre barème habituel, mais ce n'est pas les mêmes critères. Par exemple, sur les questions de l'autonomie pour les soins d'hygiène, vu qu'on ne va pas les mettre en charge notre équipe là-dessus, habituellement, ils sont 4, on a des auxiliaires, des professeurs bénéficiaires, etc. Ça, c'est vraiment délicat parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes critères qu'habituellement. Mais on va se baser sur le suivi qui a été fait au niveau de la famille quand même pour prioriser les plus vulnérables. Alors, c'est complet pour toi, Sébastien? Oui. France. Ma question était de savoir combien de temps le répit, les périodes de répit vont durer combien de temps? C'est une demi-journée, donc on propose de 1 à 3 heures en fonction des besoins de la personne. C'est-à-dire qu'une personne, si au bout d'1 heure, elle est fatiguée, qu'elle ne se sent plus d'échanger, on va arrêter là. Mais par contre, si c'est quelqu'un à qui on peut faire des balades, de la stimulation pendant 3 heures, on ira pour 3 heures. OK. Mais l'employé qui va faire les services, est-ce qu'elle va le savoir d'avance, ces périodes de travail? Oui, en fait, on va mettre en place, la première rencontre sera finalement une rencontre d'évaluation où justement on va aller chercher quels sont les besoins, justement est-ce que la famille, comment se positionner dans le logement, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là et à partir de là on va le définir, mais c'est sûr qu'on va s'adapter aussi aux participants. S'il est très fatigué une journée, ben, c'est sûr que ça va être réduit en temps. C'est bon pour toi, France? Oui. Parfait. Quelqu'un d'autre aurait une question? Josée? Je me demandais, en fait, votre clientèle cible, d'habitude, c'est-tu plus la personne aidée ou le proche aidant? Parce que
prouver, en fait, moi, je suis financée pour du répit par la Fondation des médecins spécialistes, puis ils ne veulent pas qu'on fasse en bas de 4 heures les blocs de répit, parce que c'est prouvé qu'en bas de 4 heures, l'aidant ne récupère pas. Fait que je me demandais si votre client, c'était pour que le client ait des activités, ou bien si c'était plus pour offrir du répit au proche aidant, parce qu'un bloc en bas de 4 heures, dans le fond, souvent, ça prend plus de préparation que le bienfait que ça l'apporte. En fait, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on a réfléchi c'est ça, à la base, nous, on est censé offrir, la mission, c'est offrir du répit aux proches aidants. C'est sûr que c'est minime ce qu'on peut faire. On se rendait compte, par exemple, dans cet ordre d'idée-là, que les appels téléphoniques qu'on faisait où on essayait de faire de la stimulation pour le proche atteint, c'était un poids finalement pour le proche aidant. Là, c'est sûr que le répit pour le proche aidant, il va être vraiment minime, mais c'est une question que je vais creuser avec ma direction aussi, si ça fait aucun sens par rapport à la mission globale. Nous, là, l'idée, c'est vrai que pour mon équipe, là, c'était vraiment d'aller faire un maintien des capacités pour éviter que la situation aussi s'envenime au domicile, parce qu'on a des personnes qui nous ont dit clairement que avec le fait de voir personne, on s'ennuie, ça fait monter l'agressivité, on perd des capacités. Donc, c'était plus aller travailler sur le proche atteint pour pas perdre trop en capacité et puis pour pas avoir une situation trop compliquée au domicile. Mais c'est sûr qu'on est conscient qu'en matière de répit en tant que tel, c'est limité, quoi. Ça répond à ta question, José? Oui, dans le fond, puis c'est un contexte de maintien de capacité, tu sais, en bas de 4 heures, c'est correct, mais si c'était pour donner une pause, je me disais, c'est peut-être mieux d'en faire moins, mais qui sont vraiment efficaces à quitte à avoir une semaine sur 2 que d'en faire beaucoup dans la semaine, mais que ça n'a pas d'effet sur personne. Ouais. Si tu as d'autres informations comme ça, José, je t'invite à les garder pour l'étape 4 parce que ça va être de l'information qui est presque une suggestion. C'est pas grave, on se pratique. Mais tu sais, c'était un bel exemple de ce qui peut être amené à l'étape 4. Des fois, c'est des informations complémentaires. Donc, si tu en as d'autres comme ça, là, garde-les en réserve pour l'étape 4. Prochaine question? Oui, Nathalie. Oui, je me demandais, c'est peut-être un peu utopique, là, mais c'est ça. Allons-y. Est-ce que ça serait possible de penser à faire le répit pour le proche aidant en même temps? Peut-être dans le sens que si l'éducateur stimule l'aider à la maison et que le proche aidant a un soutien s'il y a besoin avec un intervenant de votre organisme? Nathalie, si je t'invite à poser ça sous la forme d'une question. Est-ce que c'est réaliste de penser à faire, dans le fond... Qu'est-ce qui est réaliste? Voilà. Qu'est-ce qui est réaliste de faire selon vous? Super. Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que ça serait possible en fait d'avoir, par exemple, l'éducateur qui fait son répit avec la personne atteinte et à côté un intervenant qui vient comme soutenir, etc., le proche aidant? Dans le fond, là, Céline, ça serait une question qui serait quelles sont toutes vos options? Ben, c'est sûr qu'on ne pourrait pas le faire à chaque fois, mais on pourrait éventuellement, oui, par exemple, pour la rencontre d'évaluation, si on voit qu'il y a des difficultés autour et puis que le proche aidant a besoin d'aide, on pourrait faire venir notre intervenant psychosocial. L'impression que j'ai, c'est que les retours qu'on a actuellement de beaucoup de monde, après des semaines d'appels où on les soutient, on essaie de leur donner des conseils, c'est non, mais là, de l'intervention psychosociale, on n'en a plus tant besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous réouvriez, on veut du service, on veut du répit. Et c'est vrai que là, on a du monde qui nous dit ne nous appelez plus parce que vous n'avez rien à nous proposer de plus finalement, ce qui est le cas. Donc ça, c'est... mais ce serait une bonne idée de coupler les deux dans certaines situations. Alors, s'il y a d'autres réflexions comme ça, Nathalie, d'idées que tu pourrais proposer, je t'invite à les écrire pour les garder pour l'étape 4. Sylvie? Est-ce que vous avez envisagé, là, vous parlez du répit à domicile, mais faire le répit, mettons avec une personne ou 2 personnes, mais à votre centre, sans aller à domicile? C'est une belle suggestion, ça, Sylvie. Mais, c'est correct. On n'a plus accès à aucun de nos locaux. Le centre d'activité de jour qu'on utilisait est actuellement... Alors, il y a une des pièces qui est un stockage pour des fauteuils roulants et l'autre, c'est un stockage pour les objets personnels des personnes qui sont décédées dans le CHSLD. Donc, on est loin d'envisager de pouvoir réutiliser ces locaux-là et les autres se trouvent dans des résidences pour personnes âgées. Donc, c'est pareil, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là.
On avait réfléchi effectivement à l'idée de faire des petits groupes, mais c'est super compliqué. Puis sur la question justement c'est ça, de la contamination, du risque, de la prise de risque, en particulier quand on a des personnes qui ont plusieurs facteurs de risque accumulés, c'est ça. C'est toutes les considérations auxquelles vous avez pensé. Il y J'ai avait Chantal. Madame Guérin. Oui, c'est ça. J'ai Chantal qui veut prendre Merci. la parole. Céline, tu dis que tu quittes. Qui prend le relais? Puis quelle est la motivation réelle des gestionnaires à mettre quelque chose en place et de l'équipe à pouvoir l'appliquer? Excellente question. La motivation, elle est énorme. L'équipe demande que ça. Depuis le début, ils disent il faut qu'on retourne chez les personnes, ils vont perdre en capacité. Puis en fait, nos éducateurs, c'est eux qui font les appels auprès des familles, qui assurent le suivi. Et ils nous le disent, ils sont très inquiets. Il y a des personnes qui ont perdu en capacité énormément. Ça met les familles dans des positions très compliquées où ils n'arrivent pas à gérer le changement, l'évolution de la maladie. Donc ça, la motivation de l'équipe est énorme. Des gestionnaires aussi. Moi, je quitte pour des raisons autres, là, mais on est tous très inquiets de voir les familles sans visite, sans personne vraiment sur place. Puis on se rend compte vraiment des limites de l'intervention au téléphone ou en virtuel. Ça répond à la question, Chantal? Oui. France. Avez-vous recruté déjà le nombre de services qui serait possible à faire? Avez-vous déjà des demandes? Avez-vous été capable de quantifier déjà le nombre d'heures de services que vous auriez à faire? En fait, alors oui, on a eu beaucoup de demandes, de plus en plus en fait. Au début, les gens nous disaient non, on veut personne à la maison. Là, on a maintenant vraiment beaucoup de demandes. Comme je disais, quand on appelle les gens, ils sont comme, mais là, quand est-ce que vous allez réouvrir? Il y en a qui espèrent qu'on réouvre l'accueil de groupe, ce qui n'est pas possible. Donc, on a beaucoup de demandes, mais on le fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a un nombre de personnel limité. Donc, on va commencer par finalement remplir leur journée à eux et ensuite, on pourra, pour l'instant, pas. On n'en parle pas parce qu'on sait qu'on va créer une attente si on n'est pas capable de le gérer pour quelque raison que ce soit. Là, l'idée, c'est que la semaine prochaine, on va pouvoir se lancer. Mais moi, il y avait toujours cette question latente, en fait, de qu'est-ce qu'on fait quand on a des personnes qui ont de multiplication de risques. Il y a d'autres facteurs. Mais oui, on a de la demande. J'avais Sébastien, puis ensuite Nancy. Oui, bon, comme tu disais tantôt, tu disais que le service que tu voudrais offrir à domicile, ce serait temporaire, mais est-ce que vous avez pensé à peut-être réfléchir à continuer ce service-là et de le construire vraiment comme il faut pour que ça soit peut-être un nouveau service que vous puissiez offrir? Je ne sais pas, je suppose ça comme ça. À quoi vous avez déjà réfléchi, dans le fond? Moi, je t'avoue que je ne suis pas dans cette réflexion-là. Moi, mon poste est vraiment coordo des centres d'activité de jour. Donc, c'est sûr qu'on ne s'était pas positionné comme ça, puis on ne sait pas trop où ça va. On sait qu'on a d'autres partenaires aussi qui font déjà ce travail-là. Donc, nous, on s'était vraiment orienté sur le centre d'activité de jour aussi parce que ça permet d'offrir des tarifs vraiment raisonnables pour la journée vu qu'on est en groupe. Après, ça, c'est des questions que va se poser mon directeur, j'imagine, dans les mois à venir en fonction de la situation. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment être présent chez les personnes au plus vite, puis pas les laisser avec un été tout seul, avec pas de soutien, etc. Mais oui, pourquoi pas, ça serait une question à se poser, effectivement. Alors, Nancy, quelle est ta question? Je voulais voir un peu au niveau du partenariat avec le CIS de votre région. Nous, dans le fond, on a du répit bénévole, mais normalement, le client proche aidant a un dossier au CLSC, au maintien à domicile. Il y avait peut-être du répit, nous, avec la coopérative, en plus du bénévole puis le centre de jour. C'est sûr qu'en ce moment, on travaille fort à ce qu'il y ait des services peut-être de préposés qui se rendent à domicile pour offrir du répit, pour compenser ce que nous, on n'est pas capable de donner. Ou en tout cas, je voulais voir un peu comment vous travaillez en partenariat. Tu sais, vous dites que vous avez des collègues dans d'autres organismes qui font des services semblables. Est-ce que c'est possible de tendre la perche ou d'appeler l'intervenante pour dire, bien, dans ce dossier-là, nous, on ne peut pas répondre aux besoins, le centre de jour, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre possible pour ce client-là? Oui, bah ça, c'est ce qu'on fait habituellement, en fait. C'est ce qu'on fait habituellement. Après, là, c'est ça, on voudrait pouvoir mettre l'expertise vraiment de nos éducateurs qui travaillent avec des méthodes Montessori, qui travaillent vraiment sur de la stimulation pour travailler sur ce maintien des capacités. Oui, on travaille avec les autres services, avec le SUS. On a, en fait, dans nos centres d'activité de jour, habituellement, on a du personnel qui vient du réseau, qui vient travailler en coopération avec nous.
bon, là, qui ont été dispersés un peu. Mais oui, c'est ce qu'on fait habituellement. Là, ça serait vraiment pour notre clientèle. Peut-être qu'un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans la clientèle qu'on va cibler, bien sûr, il y a des gens qui, avec le Covid ou par le passé, avaient du répit à domicile offert par d'autres services. Nous, on va se centrer sur les gens qui n'en ont pas finalement, OK. qui ont le moins de services possible pour ne pas aller chez quelqu'un qui a les 50 jours de la semaine déjà occupés. J'ai Chantal qui a levé la main, puis je pense que Sylvie a levé un doigt. OK. Chantal, puis ensuite Sylvie. Première question, est-ce que vous êtes dans une zone froide ou chaude en lien avec la COVID-19? Puis, jusqu'où les gestionnaires sont prêts à prendre des risques? Parce que tu parlais d'assurance, tu semblais dire aussi risque zéro. Des gestionnaires et même du personnel à gérer ce risque-là qui ne peut pas être à zéro? On est à Montréal, donc on est dans Saint-Michel, donc je dirais zone plutôt chaude à l'échelle du Québec. Après, au niveau des gestionnaires, la prise de risque, elle est juste qu'on veut se sécuriser aussi, c'est-à-dire qu'on est prêt à prendre des risques, on est prêt à le faire, cette démarche-là, à se rendre chez le monde, nos éducateurs sont prêts, les gestionnaires sont prêts, enfin le gestionnaire est pris, le directeur. La seule chose, c'est ça, c'est quelle est la position qu'on doit avoir quand on va chez quelqu'un où le ministère nous a dit cette personne-là, là, clairement, si elle est contaminée, le risque, il est énorme. Donc, en gros, ça veut dire n'y allez pas. Mais en même temps, comment nous, on doit se positionner face à ça? Parce que c'est sûr que des gens qui ont plusieurs facteurs de risque très forts, comment on est censé gérer ça? Leur dire, excusez-nous, on ne peut pas venir. En même temps, on sait qu'il y en a qui reçoivent justement d'autres services, du réseau, etc. L'autre jour, en rencontre avec on parlait aussi avec d'autres organismes qui travaillent plutôt auprès des enfants et qui avaient cette question-là aussi, puis qui allaient quand même à domicile. Donc, comment, en fait, on doit l'exprimer aux proches aidants et nous, comment on est censé gérer ça? Est-ce qu'il y a une limite de ce qu'on peut accepter? Puis même là, on n'est pas médecin, donc c'est pas à nous. Est-ce qu'on va être capable de faire le diagnostic, de dire, ah oui, mais lui, il a tel facteur précis qui fait qu'on ne peut pas y aller. Par exemple, il a une chimiothérapie, c'est non. Mais il a une maladie pulmonaire de tel type, c'est oui. Donc ça, c'est vraiment délicat à ce niveau-là. Mais le risque, on est prêt après pour le prendre. Mais c'est ça, c'est que nous, on aurait aussi du mal à l'évaluer en finesse, ce risque-là. Alors, je prends en note les mains qui se lèvent. Donc, j'ai Sylvie, ensuite j'aurai Rachel et ensuite Josée. Tu parlais, Céline, que ce qui vous inquiète, c'est les gens, mettons, qui sont vraiment vulnérables, tout ça. C'est quoi la protection que vous voulez mettre en place si les gens vont à domicile? Qu'est-ce que vous avez envisagé comme protection envers ces gens-là? Comme protection, on va y avoir, on a mis en place toute une série de règles au niveau de désinfecter les espaces pour le port du masque. On a préparé un cahier aussi pour que les familles aient une vision un support plus facile à lire, à se souvenir avec des notes pour que eux ils imprègnent bien que oui, il faut désinfecter, qu'il ne faut pas recevoir du monde dans la maison quand on est là. Enfin, on a préparé toute une série de règles pour ça, pour s'assurer que justement, il n'y a pas aussi de contamination croisée, qu'on ne sort pas d'une famille pour aller dans une autre et puis que finalement on contamine la deuxième famille. Mais est-ce qu'il y a le masque, est-ce que la visière, c'est quoi vos moyens de protection? Tous les éducateurs en fait doivent avoir un masque et une visière dans le cas où ils sont obligés de rompre la barrière des 2 mètres finalement. Par exemple, si malgré tout ils doivent accompagner la personne à la salle de bain et l'aider à s'asseoir, ils vont être très proches, donc là c'est masque et visière. Le proche aidant devra porter un masque absolument. S'il ne le fait pas, ça peut être un motif de fin de service. On demande aussi aux proches aidants de nettoyer les espaces avant, donc toutes les poignées de porte, interrupteurs et la table, sortir les matières textiles. On va avoir du matériel pédagogique, entre guillemets, qui doit être désinfecté, laissé dans une place. Enfin, on a toute une série de protocoles, c'est 6 pages là, donc je vais passer un peu à travers. Mais c'est ça, là-dessus, on a essayé de suivre ce qui se faisait dans les autres services et de protéger au maximum sur ça. Mais après, ça n'empêche que le risque, il n'est jamais zéro. Ça, on le sait justement. Donc, et ça, on peut pas leur mentir là-dessus.
Et peut-être juste, et ce que je comprends, c'est que lorsque vous allez aller à domicile, le proche aidant va toujours être là pendant toute la période où vous allez être là. Non, pas forcément en fait, mais s'il décide d'être là, par exemple, la première fois, la première rencontre, qui est un peu une évaluation qui va être plus courte, on lui demande d'être là parce qu'on veut voir où en sont nos participants. On sait qu'on a des situations qui ont vraiment évolué puis pas dans le bon sens. Donc, le premier rencontre, on lui demande d'être là. Après, il peut s'absenter. S'il veut partir pour la matinée, aller faire des courses ou peu importe, il pourra s'absenter. C'est juste que par contre, s'il décide de rester dans son domicile, on lui demande de ne pas interférer avec l'activité, de ne pas être dans la même pièce. OK. Merci. Merci. Alors, Rachel? Oui, tu parlais que tu étais à la recherche de protocoles pour savoir quel patient et quelle est la limite en fonction de telle ou telle pathologie. Est-ce que vous êtes renseigné auprès des SUS ou des CLSC s'ils avaient, eux, des protocoles pour intervenir au domicile, si leurs préposés qui intervenaient, ils avaient des protocoles, eux, de personnes on s'est basé sur les protocoles du SUS pour tout ce qui est justement les règles dont je parlais, règles d'hygiène, etc., port du masque et tout ça. Après, eux, ils interviennent. Il y a des personnes, ils interviennent chez des personnes à risque aussi. Donc, eux, ils ont des différents protocoles en fonction de, par exemple, si la personne est à risque de contamination Covid, des choses comme ça. Pour le reste, c'est ça. Mais il faudrait, ouais, ça, je vais le noter. Est-ce que eux finalement divisent, ont fait cette sélection-là, mais je pense qu'ils se rendent au domicile malgré le risque existant. C'était presque une suggestion. On pourra peut-être te la rappeler tout à l'heure. Ça serait important de le rappeler. José. Ben moi, il y a des questions qui m'ont été posées dans ce que je voulais te demander. C'était les mesures, mais il y a une autre chose que je me questionnais. Vu que vous ne faisiez pas de répit à domicile, est-ce que c'est dans vos lettres patentes et dans vos trucs de mission d'organisme? Parce que, fait que c'était plus un questionnement que j'avais parce que, exemple, moi, il y avait un groupe communautaire dans mon coin qui faisait de la cuisine collective, puis que là, pendant la COVID, on décidé de s'adapter en faisant en préparant les repas pour aller livrer aux gens vu qu'ils ne pouvaient pas cuisiner ensemble. Puis ils se sont fait dire que c'était pas dans leur mission. Fait que c'est pour ça que je me posais comme question si vous aviez le droit, en fait, dans votre structure de faire du répit à domicile ou s'il fallait structurer du répit, par exemple, à l'extérieur ou des choses comme ça. Bonne question. J'imagine que mon directeur s'est posé cette question-là avant qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Mais bonne question, je vais quand même creuser. On offrait, en fait, les seules activités qu'on avait à domicile, c'était quand nos conseillères en comportement allaient à domicile pour un peu accompagner la famille dans la question de l'hygiène. Alors, peut-être à vérifier. J'ai Chantal et France qui ont levé la main, mais juste avant, je voudrais savoir si Thérèse voudrait s'exprimer parce qu'on ne la voit pas. Puis je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Alors, ça va, Thérèse? Est-ce que oui. Vous n'avez pas de questions? Non, ça va, merci. OK, parfait. Alors, Chantal, France, puis ensuite, s'il y a quelqu'un d'autre, on aura du temps pour une dernière question par la suite avant de passer à la prochaine étape. Chantal. C'est une main que j'avais oublié de baisser. Ah, OK. France? C'est un peu dans le même lien de José parce que la question que je me demandais, c'est que moi, j'en fais du répit à domicile à Laval. Et nous, ça faisait partie des services essentiels, donc on n'a jamais arrêté depuis le 15 mars. Donc, c'est là que la question de José est quand même pertinente à savoir est-ce qu'ils vont te permettre de faire des services essentiels si tu n'en faisais pas. Parce que déjà, moi, c'est sûr qu'il y a quand même un questionnement. Si ce n'est qu'à la classification de la CSST, qui est beaucoup plus haute avec des gens à domicile, et ça prend aussi pour l'organisme une assurance professionnelle, pour une assurance de responsabilité. Fait que c'est quand même 2 points qui sont quand même importants à avoir avant de se lancer. Ça, c'est des points que j'avais délégués à mon directeur et qui ont été... lui, il m'avait dit qu'il a appelé les assurances pour voir ça, il n'y avait aucun problème. Et il avait appelé la CNESST aussi qui lui avait dit que ça marchait. Donc, ouais, ok. Ouais.
À valider, à vérifier. J'aurais le temps pour une dernière question. Sébastien, tantôt, je t'ai vu bouger. Est-ce que c'était parce que tu voulais prendre la parole? Non? C'était juste un tic nerveux ou... Oui. Alors, Josée, tu aurais une dernière question? Une petite question, dans le fond. Les organismes, justement, comme France a dit, qui étaient considérés essentiels, ont continué. Moi, mon organisme était considéré prioritaire, fait qu'on n'était pas confiné à 100%, mais ceux qui ont arrêté complètement étaient considérés comme du loisir. Et tous ceux qui étaient comme considérés comme du loisir n'ont pas encore le droit de le faire. Fait qu'il faut voir dans votre catégorie de répit pourquoi qui a été confiné, si c'était du loisir, parce que sinon... même si vous mettez en place, vous ne seriez pas en théorie légal de le faire si c'est comme considéré que vous allez faire du loisir à des personnes qui ont des incapacités à domicile dans la façon que votre mission est écrite. OK. Ben, c'est en fait, nous, la raison première pour laquelle on a arrêté nos services, c'est qu'on a perdu l'accès à nos locaux, en fait. Au même sens que les centres d'activité de jour du CIUS ont fermé l'accès à leurs locaux, au même sens que ont perdu l'accès à leurs locaux. Donc, c'est ça qui a arrêté. Mais pour ceux qui font du répit à domicile, je peux poser une question, Nathalie, rapidement? Oui. OK. Est-ce que vous avez changé justement les personnes chez qui vous vous rendez, dans le sens que est-ce qu'il y a des personnes où vous avez dit non, là, le risque est trop fort chez cette personne-là, par exemple, elle est en rémission d'un cancer, on ne s'y rendra pas, ou est-ce que vous avez poursuivi de toute façon chez tous vos clients? Alors, il y a Josée et Chantal qui ont levé la main. Moi, mon répit fonctionne drôlement. On est les seuls au Québec. Moi, j'ai un protocole d'entente avec les ESSAD. Fait que c'est eux qui font mon répit. Fait qu'on a un répit à 3 organismes, en fait. Mais eux, de la façon que ça a fonctionné, c'est qu'on n'a pas été avec les incapacités des personnes, on est allé avec les besoins. Est-ce que la personne est encore capable de manger si on n'y va plus? Est-ce qu'elle est encore capable d'avoir ses soins? Est-ce que, tu sais, fait que les notions essentielles de mars au 1er juin, c'était sûr que c'était vraiment nécessaire d'avoir du répit parce qu'il y avait un danger au niveau de la sécurité et du bien-être. Puis au 1er juin, là, ça a été déconfiné parce que le répit est autorisé. Chantal? Nous, au jour 1 de la pandémie, on était décrété service essentiel à domicile. Il n'y avait aucune question qui se posait à savoir la condition de santé, les risques et tout ça, ni de l'aider, ni de l'aidant. Alors, on a poursuivi. C'est sûr que dans les premières semaines, il y a eu beaucoup d'aidants qui ont annulé d'eux-mêmes parce qu'eux ont jugé que le risque était plus grand d'être contaminé que de s'épuiser. Et puis, on a continué des relances. Là, je dois être rendue à peu près à 85% des gens qui sont revenus. Mais après 2 semaines, j'avais 50% de mes gens qui avaient annulé par eux-mêmes. C'est que nous, il n'y a jamais été question de... Tu sais, du moment qu'on s'est fait dire qu'on était service essentiel, ce qui a été dit, c'est qu'un proche aidant qui ne reçoit plus de répit, ben, il risque d'amener son proche en hébergement, à l'urgence et tout ça, et que tout ça était pire que le risque. Sauf que moi, je veux préciser qu'on ne pouvait pas le savoir dès le départ, mais j'ai été en zone froide tout le long. Nous, à Sorel-Tracy, c'était pas un hôpital qui en recevait beaucoup. On a eu 48 cas. Pas de décès, de cas, tu sais, dans toute une MRC. Ça fait que c'est sûr que ça, peut-être, ça a joué en tout cas sur la motivation de mes équipes, là, parce que je t'avoue que les gens pouvaient avoir peur là, au jour 1. Fait que c'est ça. Ça fait que nous, il n'y a pas eu été question de savoir s'il y avait un risque ou pas au niveau de la santé de la personne. Ça ne faisait pas partie de l'analyse. On voit que selon les contextes, hein, les situations sont très différentes. J'ai une préoccupation de temps, donc on va devoir s'arrêter sur cette étape-là qu'on aurait pu poursuivre s'il y avait eu d'autres questions encore. Mais là, pour le moment, pour la démonstration, on va s'arrêter là. On entrerait dans l'étape 3. Et l'étape 3, elle est divisée en 2 moments. Le premier moment, c'est s'il y a quelqu'un parmi les participantes et participants qui souhaiterait résumer ce qu'il a entendu ou ce qu'elle a entendu là, jusqu'à maintenant de la situation de Céline, sa compréhension. On n'est pas dans du diagnostic, on est vraiment dans résumer, synthétiser les éléments essentiels de la situation pour faire une espèce d'effet miroir là, à Céline. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tenter de faire un résumé de la situation, de ce qui préoccupe Céline? Puis ça peut être par morceaux, hein? Ça peut être, j'ai pas tous les éléments en tête, mais moi, je retiens
que Céline est préoccupée parce que un ou deux éléments, puis quelqu'un d'autre pourrait compléter. Alors, Josée, courageuse, on se lance. Il faut ouvrir le micro. J'ai comme double-cliqué, ouvert, fermé. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Ben moi, ce que je retiens, dans le fond, c'est une situation complexe parce qu'il y a beaucoup de critères puis qu'on veut protéger la santé de la clientèle autant que des proches aidants puis des employés. Le répit dans les locaux est assez difficile à cause que leurs locales servent présentement d'entrepôt, comme d'entrepôt pour des fauteuils et tout, puis c'est un peu plus compliqué. Puis à domicile, ben, il faut respecter des règles, puis ça diminue en fait le nombre de personnes qui peuvent desservir parce qu'avant c'était du groupe, là ça tombe en individuel à domicile. Puis que là, il faut créer des priorités à travers la clientèle quand on n'a pas de système mis en place pour évaluer un système de priorité. Fait que c'est un peu ça, là, le questionnement de voir comment réussir à mettre en place des services qui répondent aux besoins des gens, malgré toutes les contraintes. Super, merci beaucoup, Josée. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un élément que vous avez retenu qui n'a pas été nommé? Sébastien, est-ce que c'est une main pour prendre la parole? Non? OK, ben écoute, on pourrait passer à la dernière étape de l'étape 3, dans le fond, la dernière dimension. Céline, on te donne quelques minutes. Nous, on peut prendre une petite pause de 5 minutes, pause santé, allez vous chercher un verre d'eau, aux toilettes si vous avez besoin. Céline, tu réfléchis à sur quoi tu veux vraiment qu'on t'aide, tu sais, à la lumière des échanges que tu viens d'avoir, de ce qui te préoccupe maintenant. Peut-être qu'il y a des éléments nouveaux aussi qui font partie de ta réflexion maintenant. Alors, quel serait le contrat que tu nous donnes pour qu'on puisse réfléchir avec toi, t'amener nos meilleures pistes de solutions par la suite? Donc, 5 minutes pour y réfléchir. Au retour des 5 minutes, on va t'écouter sur ce que tu veux vraiment qu'on fasse avec toi. La FADA puis l'Association de personnes handicapées fait que notre bâtisse a été fermée. Fait qu'on s'est comme tout déménagé chacun pour faire continuer nos services. Bon, alors il manque que France. Alors Céline, tu as bien réfléchi à la demande que tu vas nous faire? Oui, c'est un peu confus pour moi, mais l'idée, ça serait vraiment savoir finalement... Ouais, non, c'est un peu confus, mais comment on priorise finalement les familles qui vont avoir accès à ce service. Je vais prendre pour acquis que mon directeur, de toute façon, comme il me l'avait dit, a vérifié toutes nos autorisations à faire ces services-là. Et puis, c'est ça, la question, ça va être plus comment on priorise les familles et comment on agit et comment on communique finalement avec les familles au niveau du risque. OK. Donc, je vous invite à écrire là, la demande de Céline. Si je reformule, c'est l'aider à prioriser, savoir comment prioriser pour l'aide aux bénéficiaires ou aux familles. Et ton autre élément, Céline, c'était comment on priorise et... Comment on communique avec les familles au sujet de ce risque. Comment on communique au sujet du risque. Donc, on entre dans l'étape 4 et là, c'est le moment d'amener toutes nos suggestions, même celles que vous avez déjà abordées lorsqu'on était à la période de questions, quand vous disiez, bien, est-ce que tu as pensé à ou est-ce que tu as essayé de... C'est bien de le rappeler encore, mais surtout si vous avez d'autres suggestions, des partages d'expériences. Alors, je vois que Nancy et Josée sont déjà prêtes, mais chacune, là, chacun, je vous invite à amener au moins un élément et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment tout ce qui nous passe par la tête. On essaie de se censurer le moins possible. C'est un exercice de créativité, comme si on brainstormait tout le monde ensemble, puis on fait du pouce sur les idées, mais on ne commente pas les idées des autres. Donc, je commence avec Nancy.
Bien, dans le fond, moi, ça va être un partage d'informations. Nous, ici, on offre du répit bénévole à domicile. Nos bénévoles ont presque tous 70 ans et plus, donc on avait comme un défi majeur pour reprendre le service. On s'est un peu basé là, sur la grille de priorisation, sur ce qui se fait déjà dans les évaluations par les travailleurs sociaux pour le niveau d'épuisement des proches aidants. C'est un peu comme ça qu'on a repriorisé parce qu'on a une partie de l'équipe seulement qui va reprendre pour l'instant. Compte tenu des mesures, on a fait un formulaire adapté pour un engagement du bénévole qui connaît les risques dans lesquels il s'engage s'il décide de revenir faire du bénévolat. On a aussi un formulaire qui est signé par le proche aidant concernant les risques, tout ça, qu'on n'est pas, au niveau de notre responsabilité, en fait, s'il arrivait quelque chose, puis il y a tout un protocole, il y aura un appel à chaque fois qui sera fait au proche aidant et aux bénévoles pour voir si les gens ont des symptômes. Bref, on a tout fait ce protocole-là. Puis, on a aussi fait une boîte spéciale COVID avec du matériel de désinfection, un masque lavable, tout le matériel nécessaire pour la désinfection, aussi des choses qui vont être utilisées à domicile. Fait que dans le fond, nous, c'est un peu ça. Là. On s'est fait une grille de priorisation maison, mais basée sur les critères du 6. C'est vraiment le niveau d'épuisement du proche aidant qui va faire la différence dans tout ça. On ne s'est pas basé sur les incapacités de la personne, mais vraiment l'épuisement. Puis, chacun a une entente, là, dans le fond, doit s'engager à dire, ben, on n'est pas responsable là, si jamais vous attrapez le virus ou quoi que ce soit, là, puis fournir le matériel nécessaire. Puis le 6 nous a fourni aussi des masques, tout ça. On a eu un partenariat avec eux à ce niveau-là. Fait que, voilà. Très bien, merci Nancy. Céline, je t'invite à garder tout ce qui va être dit en note, hein, de l'écrire, parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'informations. Puis à l'étape 5, on va te demander de faire le tri dans tout ça. Donc, garder des traces, là, ça va être plus facile. On a José qui voulait te proposer des choses aussi. Mais dans le fond, nous, on avait été par phase au début. On avait tout arrêté, tous les services au départ pour pouvoir se réorganiser là, avec les ESAN. Fait que la première étape, dans le fond, ça a comme été de faire une tournée de téléphone auprès des gens qu'on desservait pour être capable de voir qui était dans les besoins essentiels et qui était besoin de répit pour quelque chose que présentement, ils ne pouvaient pas y aller de toute façon. Fait que déjà en partant... de regarder en fait qui c'est vraiment nécessaire, ceux qui ont des pertes. Tantôt, vous parlez du maintien des acquis. Fait que peut-être de regarder ceux qui en ont qui sont à risque de perte d'acquis. Puis... Mais moi, j'irais beaucoup avec le niveau d'épuisement de l'aidant parce que souvent, la personne, plus qu'elle a des difficultés et des incapacités, c'est plus que le proche aidant est à risque d'épuisement. Fait que c'est pour ça, tantôt, ma question de c'est-tu l'aidant, votre client, ou si c'est l'aidé? Parce que si c'est l'aidant, j'irais avec le niveau d'épuisement. Si c'est l'aidé, j'irais avec ceux au niveau de maintien des acquis, qui ont plus de risque de perte, selon c'est qui votre cible. Puis dans le fond, y aller par étapes. Puis il y a plein de faire des trousses. Nous autres, on a fait des trousses là, comme par employé pour pas qu'il y ait des partages avec les produits de désinfection. Fait que chacun a son kit de survie pour aller à domicile. Puis il y a un document qui a été fait par l'INSPQ pour les mesures de soins à domicile pour les organismes communautaires. Fait que de regarder pour pouvoir donner toute la documentation aussi en même temps que la trousse. Super, merci beaucoup, José. Qui maintenant voudrait faire des propositions à Céline? Ça peut être un partage d'expérience, ça peut être ce que vous avez fait. France. Comme je disais tantôt, nous, on n'a jamais arrêté là, au 15 mars. Puis, le service, c'est comme modulé par lui-même. Les gens qui n'avaient pas vraiment besoin d'un répit si intense, parce que nous aussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi changé notre répit. Ça a été plus que seulement de la stimulation d'activité pour justement répondre aux besoins du proche aidant aussi. Parce que dans le confinement, vu qu'ils ne pouvaient pas sortir, mais on a même été jusqu'à aller faire l'épicerie pour eux, aller chercher des médicaments à la pharmacie, aider au bain, aider à la toilette, au lever, au coucher, donner de la médication.
Donc, on a vraiment adapté le répit pour que ça soit plus global puis que ça aille chercher tous les services. Et ça l'a beaucoup répondu. Un des services qu'on a été très surpris, c'était les demandes pour l'épicerie. Ça a été, nous autres à Laval, là, ça a comme été une grosse demande. Donc, c'est sûr que tous les moyens de désinfection, tout ça, moi, puis il y a aussi, il faut pas négliger le côté des employés qui font ça. C'est sûr que moi, mes employés, je les oblige à venir à toutes les semaines au bureau. Ils viennent chercher leurs gants, leurs purelles, leurs masques pour la semaine. Puis en même temps, on voit leur niveau de fatigue, leur niveau de détresse. Puis on peut parler justement, échanger avec eux, parce que des fois aussi, il y a les gens chez qui on va vont mettre nos employés à risque parce qu'il y a du va-et-vient dans leur maison. Fait que tout ça, là, il faut avoir une écoute, puis avoir presque des yeux derrière de la tête pour tout voir ce qui peut se passer parce que c'est... puis là, comme toi, tu es à Montréal, moi, je suis à Laval. On est un peu dans des secteurs qui sont un petit peu plus problématiques. Fait qu'on est... c'est ça. Il y a beaucoup de délinquants dans notre coin, je te dirais. Et il faut en tenir compte avec nos employés. Et il y a beaucoup de rappels. Moi, ce que j'ai trouvé avec mes employés jusqu'à maintenant, là, c'est il faut faire beaucoup de rappels sur les consignes. C'est ça, c'est un exercice continuel, là. C'est vraiment pas instauré dans nos mœurs, là, tout ce qu'ils nous demandent de faire présentement. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des gens de facto, ils ont tout arrêté les répits, mais ça s'est tout remplacé par d'autres. Nous, on fonctionne à pleine capacité, on a même de l'attente, donc le besoin est là, là. Les gens sont vraiment épuisés à la maison. Merci, France, pour le partage de comment vous fonctionnez dans votre organisme. Ça peut inspirer d'autres. Les autres, oui, Chantal. Donc, ta première question, comment prioriser les cas? Ben moi, je dirais, tu disais que tes intervenantes ont été en contact téléphonique avec les aidants naturels tout au long là, du confinement. Ben, je pense qu'il faut se fier à ça plutôt parce que, tu sais, des fois, on veut tellement poser la bonne action qu'on n'arrête pas, là, un peu comme l'armée là, qui prend 6 semaines à se rendre. Là, à un moment donné, là, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Ça fait que je pense que vous avez des professionnels qui ont été là pour entendre la détresse de vos clients. Ça fait qu'il faut savoir lesquels, se fier à ça. Puis moi, je ne partirais pas là, avec une grille. Là, on sort mettre un autre outil pour mesurer l'épuisement. Je pense que ça se sent. Puis vous avez été en contact. Fait que moi, je les prioriserais comme ça. Puis comment communiquer le risque au sujet du risque? Nous, on était en Zoom à chaque semaine. Moi, je fais partie d'un regroupement d'organismes comme le mien en Montérégie. Puis c'est incroyable comment est-ce que la personnalité de chacune des directions a influencé la façon de faire les choses. Moi, j'ai toujours été contre le fait de faire signer des décharges. Moi, mon but, ce n'est pas de faire peur au prochain aidant, c'est de lui dire, il y a 2 risques, madame. Il y a la contagion et il y a l'épuisement. C'est à vous de décider ensuite. Le risque 0 n'existe pas. On met des masques quand on est à moins de 2 mètres. Tu sais, faire un topo de la situation, puis ensuite de ça, ben, ces gens-là sont capables de prendre des décisions. C'est comment on communique, nous, on le fait bien simplement, puis on les connaît, hein, ce sont nos gens avec qui on est en contact depuis des mois, des années. Ça fait que, puis tu sais, surtout, on est rendu à une étape, on est en déconfinement, là, c'est plus la même chose qu'il y a 2 mois, là, où est-ce que, tu sais, on pensait que ça partait de partout, là. Là, il reste juste les bars à ouvrir. Là, ça fait que là, tout le reste, là, la vie est en train de reprendre son cours normal. Ça fait, en tout cas, moi, personnellement, avec la personnalité que j'ai pas voulu faire peur. Je trouvais que d'arriver avec une décharge, c'était leur dire gars, j'ai trop peur, puis finalement, je la signe pas, puis venez plus chez nous. Puis moi, c'est au contraire, je voulais continuer le contact, je voulais continuer le répit. Puis pour ce qui est du maintien des acquis, là, moi, je suis ergothérapeute de formation. Juste vous dire qu'un répit de 4 heures par semaine maintient des acquis, excusez, là, on ne maintient pas des acquis d'une personne en perte neurocognitive en faisant 4 heures de stimulation par semaine. Là. Ça fait que, si on veut travailler le maintien des acquis, c'est beaucoup plus travailler avec le proche aidant pour qu'il mette les choses en place sur la semaine au complet. Là. Ça fait que, moi,
moi, j'y suis beaucoup allée avec le répit pour le proche aidant parce qu'en 4 heures, ça peut faire la différence, ou en 8 heures. Mais du maintien d'acquis en 4 heures par semaine, là, c'est pas réaliste. Super, merci beaucoup Chantal. Là, on voit là, la diversité des idées, là, c'est super. C'est exactement là qu'on veut s'en aller. Tout le monde amène son plat, puis Céline, c'est toi qui vas décider tantôt là, ce qui fait du sens pour toi dans ta situation. Donc, j'avais Rachel qui voulait aussi contribuer. Oui, sur ta première question de prioriser les clients, de comment aider à la priorisation, je rejoins un peu Chantal, c'est ce que nous on a fait parce que nous on n'a pas arrêté non plus les services de répit à Montréal, on est à peu près dans le même quartier de Montréal avec votre organisme et ça s'est un peu autorégulé avec les proches aidants qui disaient oui j'en ai besoin, non j'en ai pas besoin. Mais effectivement de regarder avec vos intervenants ceux qui ont, enfin faire la liste de, je pense que vous l'avez déjà, des clients qui ont besoin de ce service-là. Peut-être faire le lien avec les travailleurs sociaux du CLSC ou les autres partenaires en disant, OK, parmi cette liste de clients-là, est-ce qu'il y en a qui sont déjà desservis par le CLSC? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement oubliés, isolés? Peut-être juste faire ce petit cheminement-là en plus. Et puis, si jamais vous avez la possibilité de desservir plus, d'élargir au fur et à mesure. Et puis, sur la communication, nous, ce qu'on a fait, c'est pareil, on n'a pas fait signer de décharge, mais on explique. On explique la situation, c'est vraiment plus de l'explication. On explique la situation, on explique que oui, il y a forcément des risques. Mais on essaye de mettre en place les préventions, les gestes barrières, les préventions, les précautions avec le masque, les gants, etc. Et après, c'est à eux de prendre ce risque ou pas, sachant qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais la plupart en sont à un stade où il y a une relation de confiance, ils connaissent les personnes qui vont à domicile, pour nous en tout cas, et donc ils acceptaient si c'était leur préposée régulière en se disant je sais qu'elle va faire attention. Et puis, nous, on a aussi demandé que ce soit au préposé ou au proche aidant ou à la personne aidée, s'il y a le moindre symptôme, de nous aviser pour qu'on fasse un délai de 14 jours, bien sûr, où on arrête tous les services. Mais c'est sûr que je ne sais pas s'il y a la solution idéale. En tout cas, nous, c'était juste la communication et de dire aux proches aidants ce qu'il en était, ce qu'on a mis en place et si ça leur convenait pour reprendre le service, si c'était suffisant pour eux. Et à ce moment-là, ils acceptaient de reprendre. OK. Alors, on aurait le temps encore pour 2 ou 3 suggestions. Est-ce que quelqu'un qui n'a... Chantal, je vous ai vu, mais je veux juste m'assurer que s'il y a quelqu'un qui n'a pas pris la parole encore, que vous ayez la chance de proposer quelque chose à Céline. Parmi ceux et celles qui n'ont pas encore suggéré de pistes ou partagé une idée. Des fois, ça peut être juste une réflexion qu'on partage avec Céline. Alors, Sylvie? Disons que j'ai pas parlé parce que ça résume un petit peu ce que les autres ont mentionné aussi. Comme nous aussi, on a, en tant qu'intervenante aux familles, on a toujours gardé un lien avec nos proches aidants. Et puis, tu sais, on est en mesure de vérifier avec eux, tu sais, ceux qui sont plus épuisés, là, ils nous nomment très bien. Et puis, tu sais, on s'est déjà fait, nous, une liste à savoir s'il y a répit à domicile, vers quelle personne on va privilégier, là. Alors, puis effectivement, tu sais, c'est pas les mêmes critères que lorsqu'ils venaient au centre de jour. Là, on y va vraiment plus avec l'épuisement du proche aidant. Alors, mais je trouvais ça super intéressant. Par contre, quand tu disais, Céline, que la première chose à faire, c'est vraiment de vérifier si vous pouvez faire ce répit-là à domicile, si c'est inclus dans vos lettres patentes ou... C'est important de s'exprimer, même si les autres l'ont dit. Puis vous pourrez retenir ça là, si jamais vous allez de l'avant avec cette méthode-là à l'automne. Parce qu'en même temps, ça permet d'avoir
les opinions de tout le monde. Puis des fois, quand on voit qu'il y a des idées qui reviennent, ben ça peut prendre de la force aussi, puis dire « Ah ouais, mais là, tout le monde finit par penser cette affaire-là, peut-être que c'est important. » là. Fait que, donc, toutes les idées sont bonnes, et même quand on l'a entendu, bien, des fois, c'est dit dans des mots différents, ça peut accrocher sur un autre élément positivement, là. Donc, important là, de s'exprimer. Chantal, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, m'est venue une petite idée. Je sentais le souci, Céline, tu sais, quand tu parles de prioriser, c'est parce que, tu sais, c'est comme si, à quelque part, tu as peur d'en oublier, qu'il y aurait peut-être un plus grand besoin. Je pensais à l'idée peut-être que tu pourrais mettre dans ta semaine un 4 plages pour du répit ponctuel, tu sais, en l'annonçant. Vous êtes en détresse, tout ça, tu sais, au lieu de tout booker ton horaire, puis que quelqu'un qui n'est pas prêt, tu ne pourrais pas, tu sais, lui donner le service. Fait qu'en laissant, tu sais, quelques plages, en sachant qu'ils vont être utilisés ou que sinon, vous appelez des familles, tu sais, pour pas que la plage horaire se perde, c'est sûr. Mais de laisser ça de même, peut-être que ça enlève un petit peu le stress de se dire il y en a peut-être qui vont être en détresse, puis il faut que je sois capable de les desservir. C'est ce que j'ai pensé. Super! Merci Chantal. Josée, j'ai vu que tu levais la main. Ah ben, moi, dans le fond, ça a été un peu dit, mais ce que je voulais aussi dire, tantôt, là, juste pour une clarification, le 4 heures, c'est dans un contexte d'épuisement du proche aidant. C'est pas en temps de maintien des acquis. C'est que si un aidant peut se reposer, il faut qu'il y ait eu une pause d'au moins 4 heures. En bas de 4 heures, c'est bénéfique pour l'aider, peut-être, mais pas pour l'aidant. L'aidant, ça va avoir été plus épuisant d'avoir vu son répit que de ce que ça va y avoir donné. Mais sinon, j'étais tout à fait d'accord avec Chantal que, tu sais, dans la façon de faire, qu'on n'était pas obligé de partir avec les grilles et des choses. Bonne précision, merci. On va s'arrêter là pour l'étape 4, parce que toujours par souci de temps, parce qu'on avait une période restreinte. On rentrerait dans l'étape 5, et là, c'est un autre 5 minutes qu'on laisse à Céline pour que tu puisses revoir tout ce qu'on t'a dit. C'est important de le prendre, même si tes idées sont déjà faites. Je t'invite à prendre quand même ce temps-là, à revoir toutes les pistes et essayer de les ordonner. Tu sais, dans le fond, ton premier pas, demain, là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu sais, ça peut être un premier pas de réflexion, ça peut être d'aller vérifier des choses, mais ça va être quoi tes premiers pas? Fait que tu peux avoir un espèce de plan d'action à court, très court terme, et à moyen et long terme aussi, là, vers où vous allez. Donc, prenons quand même quelques minutes pour que tu puisses réfléchir à tout ça. Et les autres, pendant ce temps-là, je vous invite à tout de suite réfléchir à l'étape 6, c'est-à-dire de réfléchir à votre appréciation de la séance. Qu'est-ce que vous avez apprécié de cette séance? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça peut être, comme je disais, une validation, ça peut être juste une prise de conscience, un constat. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette séance? Ça peut être à propos de vous, à propos de la méthode, ça peut être à propos de la situation en tant que telle. Et qu'est-ce que, parmi tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous retenez que vous pourriez aussi appliquer ou que vous appliquez déjà, mais que vous voulez maintenir ou bonifier? Donc, apprécier, appris, ou appliquer. Donc, ce sont les 3 éléments sur lesquels je vais vouloir vous entendre à tour de rôle. Je vais vous donner la parole et vous aurez à vous exprimer sur ces éléments-là. Comme ça donnait du temps là, à Céline pour réfléchir. Alors, il est 14h50. Céline, en quelques minutes, là, quel sera ton plan pour les prochaines journées et les prochaines semaines à venir? Là? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce que tu retiens? Juste un instant. En fait, déjà, je suis autant confuse que je suis rassurée dans le sens que beaucoup des choses que vous avez dit, c'est des choses qu'on fait déjà. Donc, ça vient valider. Oui, ça vient valider, comme prioriser par le niveau d'épuisement des familles, se fier aux appels de nos internautes,
adapter les ententes, c'est ça, une trousse pour chaque employé, la modulation des activités, communiquer simplement, expliquer encore et encore et mettre en lien avec les éducateurs qui le connaissent déjà. Et faire le lien avec donc les CLSC au niveau de l'offre de services qui existe déjà pour chacun. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà. Donc, on est bon. Ensuite, travailler avec le proche aidant sur le maintien des acquis pour le reste de la semaine. Donc, finalement, offrir une activité qui va s'intégrer dans une démarche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait pensé, sur lequel on aimerait travailler. On va laisser le matériel là-bas, justement, pour que la famille puisse continuer à offrir des activités sur le reste de la semaine. Après, sur la question du temps de répit, je pense qu'on va réfléchir effectivement sur le format. Donc, pour offrir peut-être des périodes plus longues, mais il va falloir réfléchir à ce qu'on offre comme service. C'est-à-dire que est-ce qu'on engage nos équipes dans des soins d'hygiène, dans des rôles qui habituellement n'étaient pas les leurs. Ça peut être réfléchir. Et je retiens aussi, donc, bon, cette réflexion déjà, puis l'idée du répit occasionnel pour des besoins de dernier moment, là, finalement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait habituellement en plus sur le service de répit de groupe. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'il va falloir qu'on creuse et qu'on va adapter à domicile. Donc, ça va être tes prochains pas. D'une part, ça te valide sur plein de choses que vous faites déjà. Tu te rends compte que, bon, ça va, c'est les bonnes choses à faire. Et en plus, tu repars avec 2 idées qui faisaient peut-être partie des choses que vous aviez pensées, mais qui n'étaient pas encore vraiment en route, là. Donc, tu repars avec 2 idées aussi en plus. Super. Merci beaucoup, Céline, de t'être prêtée au jeu, puis en espérant, tu sais, que justement, ça va amener de l'eau au moulin, comme on dit, puis que ça va te permettre de répondre à ton besoin, là, au départ, de sécuriser ton équipe, puis de donner quelque chose au moins d'un peu digéré à ta prochaine ta relève, dans le fond, la prochaine cour d'eau. Super. Alors, on arrive à la dernière étape. Je vous avais demandé de réfléchir sur l'appréciation de la séance, les apprentissages ou un apprentissage et une application. Donc, à tour de rôle, je vais vous nommer, je vous demanderai de vous exprimer sur ces éléments. Alors, je vais commencer par Sébastien. Oui, ben moi, j'ai vraiment apprécié un peu justement le fait que on apporte un problème, puis on a vraiment des suggestions de toutes les pairs, puis surtout, je ne sais pas si c'est souvent comme ça, mais là, vu qu'on traite un peu tout du même sujet, puis qu'on est tous un peu dans le même domaine, c'est toujours plus facile aussi d'avoir les commentaires des autres. Ce que j'ai appris, c'est sûr que pour nous, on n'offre pas vraiment on offre du répit, mais c'est plus les gens viennent chercher du répit, mais plus en montant d'argent. Donc, nous, on offre un certain montant d'argent pour qu'ils aillent chercher du répit ailleurs. Justement, avec le temps d'une pause aussi, ça arrive souvent qu'on est en collaboration. Mais c'est ça. Fait que nous, moi, c'est sûr que j'ai pas appris beaucoup de choses dans la mesure où que moi, je vais pouvoir l'utiliser. Mais c'est sûr que oui, le partage d'idées était bon et tout ça. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai pas beaucoup appris, mais j'ai appris plutôt sur le fonctionnement du co-développement. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça m'intéresse énormément je vais le présenter à mon équipe. Et c'est sûr, je crois que surtout pour les intervenantes, ça va être idéal aussi quand il va y avoir des partages de vécu ou de trucs comme ça. Je pense que ça va être vraiment essentiel pour elles. Fait que c'est sûr que oui, je vais partager tout avec mon équipe. Super, merci beaucoup. Thérèse. Je vous prends par surprise, là. On va passer tantôt, on va passer tantôt parce qu'il y a bien du bruit. Ah, d'accord, ça, je comprends. Chantal. Oui, donc l'appréciation, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié l'animation. Merci Nathalie. Ça fait du bien parce qu'en même temps, tu sais, on est en train d'apprendre, d'intégrer les étapes, là, puis on peut voir des fois qu'effectivement, on mélangeait les étapes, on était rendu toujours trop loin. Hein? C'est bien normal. Dans la vie, on est souvent habitué à tout de suite donner notre opinion, tu sais. Ouais. Fait que là, puis à questionner de façon très dirigée.
pour l'amener vers quelque chose qu'on veut faire voir. Ça fait que ça c'est bien. J'ai apprécié de constater ça. Ensuite, ben ce que j'ai appris, ben la procédure, c'est sûr, là, je connaissais pas cette façon de fonctionner là. Puis par rapport à ce que je pourrais appliquer, ben premièrement, j'ai un intérêt pour le co-développement, ça fait que j'aimerais ça appliquer ça dans ma vie professionnelle. Et puis aussi, ce qui pourrait être appliqué, c'est de faire une analyse, cette analyse-là qui est plus structurée, mais avec moi-même, OK? Quand je suis chez nous, là, puis que je broille parce que j'ai des problèmes, puis je sais plus quoi faire, bien, peut-être juste même de m'asseoir, puis de reprendre ça, puis avec moi-même, tu sais, pour mettre une certaine structure, puis ne pas tout mélanger, l'émotion avec les questions, avec, tu sais, tout ce qui s'en vient. Fait que ça pourrait être appliqué aussi, là, comme structure, pour mieux gérer mes émotions. Oui, tout à fait. Ça peut être utilisé dans différentes circonstances, là, différentes situations. Puis, je vais écrire dans le chat, là, notre site web. C'est open source, hein? Vu qu'on est subventionné par le CRSH, qui est un organisme subventionnaire pour qu'on puisse faire de la recherche sur les groupes de co-développement. On a mis en place plein d'outils sur ce site web-là, donc on s'appelle Codev Action, vous pouvez aller voir. Puis il y a un outil sur le questionnement, fait que justement, quand on veut l'utiliser pour soi, des fois, c'est difficile de se questionner nous-mêmes parce que justement, on est pris dans la situation. Donc, il y a des exemples de questions qu'on pourrait se poser. Fait que ça me fait penser à ça. Vous irez voir, il y a des capsules vidéo, il y a toutes sortes d'affaires là-dessus, là, puis si ça peut vous rendre service, bien, tant mieux. France! Donc, moi, ce que j'ai apprécié, bien, pour les fois que j'étais là, j'ai apprécié quand même la démarche, l'expérience comme telle. C'était aussi un autre genre de le faire en Zoom. Moi, je l'ai déjà fait en personne. Ça l'amène une autre dynamique aussi quand on le fait en personne. Donc, ce que j'ai appris, ben, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut pour ne pas escamoter des étapes. Ça pourrait être tentant des fois de sauter des points, là. Donc, ça, il faut vraiment prendre le temps de bien le faire. Si on veut le faire, de prendre le temps de bien le faire et de ne pas justement sauter des étapes. Appliquer, je dirais, ça va être une méthode qui serait beaucoup plus, moi ici, applicable au niveau de mes intervenantes psychosociales, mais de le faire en collaboration avec d'autres groupes avec qui on travaille, avec d'autres partenaires pour vraiment justement avancer des fois des problématiques qui nous sont apportées par les proches aidants à la maison avec leur aidé. Super, merci beaucoup France. Josée? Moi, ce que j'apprécie, c'est travailler avec du monde que je n'ai pas l'habitude de travailler parce que d'habitude, on est tous à distance, fait que c'est rare qu'on se rencontre à part dans la GA du Rang, puis on n'a pas vraiment le temps. Puis de travailler de manière constructive vers un but commun, tout le monde ensemble. Ce que j'ai appris, c'est le principe du co-développement, puis que c'est une belle structure appliquée dans la résolution de problèmes. Puis dans mon application, je pense que moi, c'est pas tout à fait... Moi, vu que j'ai pas à gérer les règles, je fais juste gérer les heures, le problème, ça apportait moins, sauf que je trouve que c'est un principe qui peut s'appliquer dans d'autres situations que je peux rencontrer, mais j'en ai pas une en tête en particulier en ce moment. Parfait, merci beaucoup. Sylvie? Bien, moi, j'ai aimé ce que j'ai apprécié la formule. Je connaissais pas trop, tu sais, je fais partie de plusieurs comités, mais là, je trouvais que la formule de co-développement, j'ai trouvé que c'était assez structuré. Tu sais, il y a quand même une certaine pratique à y avoir. Il y a des étapes entre 2 et 4, des fois que c'est pas toujours évident. Alors, mais j'ai aussi beaucoup aimé le partage, de créer des liens, puis de voir comment ça se passe. Tu sais, il y a des gens d'un peu partout au Québec. Alors, dans les différentes régions, ça nous donne toujours des bonnes idées. Alors, ce que j'ai appris, bien, c'est aussi au niveau de la démarche là, du co-développement, mais de façon avec ce que nous a emmené Céline
comme questionnement aussi. Pour moi, en tout cas, parce que c'est jamais toujours clair, c'est qui vraiment, pour qui on fait le répit à domicile, l'aidant, l'aider, il y a toujours les deux, mais tu sais, c'est pas les mêmes buts. Puis des fois, on veut tout faire, puis je me rends compte que peut-être qu'il va falloir se pencher davantage là-dessus. Et au niveau, je pense que je vais pouvoir l'appliquer là, dans les réunions d'équipe. En tout cas, il y a des choses que je vais suggérer effectivement parce que je trouve que c'est une démarche rigoureuse et puis qui peut nous aider, comme disait Chantal aussi, dans notre vie, dans nos décisions qu'on doit prendre également. Alors, en tout cas, j'ai apprécié la démarche. Super, merci. Rachel? Oui, moi, ce que j'ai apprécié, effectivement, c'est, je rejoins un peu tout le monde, c'est cette démarche-là. Et je trouve que tout le monde était dans les termes qu'on avait définis au début, l'ouverture, l'écoute. Moi, j'ai retrouvé ça, le respect. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. C'était des échanges très intéressants. Ce que j'ai appris, effectivement, c'est cette démarche-là que je ne connaissais pas. Et que je trouve intéressante. Alors, je ne sais pas, il faudra voir avec Céline sur le long terme, est-ce que ça l'a aidé à résoudre ces problèmes, mais je pense que ça peut être intéressant pour n'importe qui a des problèmes et qui est trop focalisé et qui a besoin de l'avis d'extérieur, de personnes extérieures. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je me suis rendu compte aussi que on retrouve un peu les mêmes problématiques liées à la COVID un peu partout au Québec sur l'épuisement des aidants, sur même les questionnements par rapport à nos organismes. Est-ce qu'on est des services essentiels ou non? Comment on peut intervenir? Comment on s'ajuste, etc. Et pour l'appliquer, je ne sais pas si moi, je coordonne un peu les préposés qui font le répit à domicile. Je ne sais pas si je pourrais l'appliquer directement, mais en tout cas, c'est sûr que ça va m'amener à réfléchir si j'ai des problématiques, peut-être plus à me poser la question et puis à peut-être me tourner vers ce type-là de résolution de problèmes. Super, merci beaucoup. Alors, il nous reste Ludovic et Céline. Je donnerai la parole tout de suite à Céline. Ludovic, vu que tu étais dans l'organisation, je voudrais te céder la parole en dernier pour que tu puisses clore la rencontre. Donc, Céline. Je trouve ça vraiment intéressant, la manière dont c'est construit. Puis ça nous amène aussi d'autres questions que celles qu'on avait au départ. Ça va plus loin que répondre à la question qu'on a de base. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Puis, et tu nous as déjà fait part de ton plan d'action, donc on connaît tes applications. Ça va. Alors, Ludovic, moi, je te cède la parole. Je vous remercie à toutes d'avoir participé. Il y a quelques personnes qui nous ont écrit dans le chat qu'elles devaient quitter un petit peu avant. Donc, si tu veux dire quelque chose, Ludovic? Oui, juste vous remercier pour votre présence. C'est vrai qu'on a organisé la démonstration assez rapidement. Donc, ça n'a pas forcément donné à tout le monde le temps de pouvoir s'inscrire. J'ai reçu plusieurs courriels de personnes qui avaient déjà des rencontres qui se chevauchaient, donc ils ne pouvaient pas participer. Mais là, pour le coup, vous avez tous, toutes, un peu vu comment ça fonctionne et c'est un projet qu'on aimerait apporter pour soutenir les organismes membres dans justement les problématiques qu'ils rencontrent et justement pour un peu les aider à s'entraider, à résoudre leurs problèmes. Donc, ce qu'on envisage de faire, c'est probablement un projet pilote et en fonction de comment ça se passe, peut-être créer 2 groupes, un groupe d'intervenants, intervenantes et un groupe plus de gestionnaires. Donc, on va bientôt, je pense, au cours de l'été, peut-être au début de l'automne, envoyer un sondage un peu pour sonder tout un chacun pour voir un peu comment on va s'en aller dans cette direction. Donc, si personne d'autre n'a d'éléments à rajouter, on peut se dire au revoir et se souhaiter une bonne après-midi. Oui, puis un bon été à tous. Un bon été également. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Au revoir tout le monde. Au plaisir. Bye.